Bonjour à tous, du coup moi je suis Marina Joannem, c'est moi l'étudiante apprentie chez Culture du Cœur en Val-de-Marne et merci de rester pour assister à notre colloque L'art de remodeler l'espérance. On a choisi cette thématique suite à une série d'interrogations, à savoir quels ont été les impacts de la crise sanitaire sur la santé mentale des Français, quels publics ont été particulièrement touchés et quel a été et quel sera le rôle de la culture pendant et après la crise. Donc c'est autour de toutes ces questions qu'on a construit notre colloque en plusieurs temps. On aura d'abord une introduction retraçant les impacts globaux de la crise sanitaire sur la santé mentale des Français et chez les publics du champ social. Ensuite, on parlera de l'impact des restrictions culturelles. Ensuite, des transformations des pratiques culturelles en temps de crise. Et enfin, du rôle de la culture dans un contexte d'après-crise sur la santé mentale, sur les interactions sociales et pour la reprise d'espérance dans la construction du monde de demain. Donc, pour traiter ces questions, dresser tous ces constats et envisager des perspectives, nous nous appuierons sur une expertise sociologique de Léonore Graser, qui est chercheuse en sociologie rattachée au CREM. Le CREM, c'est le Centre de recherche sur les publics de la culture, sur les médiations, excusez-moi. Au CERLIS également, qui est le centre de recherche sur les liens sociaux. Et Léonore Graser est spécialisée public de la culture, médiation culturelle, problématiques relatives aux pratiques et aux valeurs culturelles. Léonore est aussi enseignante. C'était ma professeure cette année de sociologie à l'IESA, l'école où je suis mon master en politique de médiation socio-culturelle. Et donc, elle est également enseignante à l'Université de Lorraine et pratique en parallèle des activités associatives visant l'inclusion sociale et culturelle. J'ai oublié de vous défiler un petit peu le petit colloque avec nos points et les noms. Donc, vous avez Léonore Graser. Et donc, sur ces points forts, on aura aussi des témoignages de nos administrateurs, partenaires sociaux et culturels. Donc, nous accueillerons Béatrice Barbier, qui est présidente d'Itinéraires et Rencontres, qui accompagne des adultes en situation de handicap psychique. Corinne Tassé, référente culture et éducatrice de formation à l'ITEP, donc l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique de Vitry-sur-Seine, qui accompagne des enfants et adolescents ayant des troubles du comportement. Béatrice Fumé, responsable des actions éducatives et artistiques du théâtre Jean Villard de Vitry-sur-Seine, et Mohamed Ben Ali, directeur du centre social Balzac de Vitry-sur-Seine. Pour chaque temps, on a prévu, hormis l'introduction, un temps de débat ouvert à la salle où vous pourrez discuter avec nous de chaque point abordé, donner votre point de vue, apporter vos témoignages aussi ou poser vos questions sur ce qui a pu être évoqué. On souhaitait remercier Maïtena Marie-Rose, qui a été stagiaire avec nous cette année et qui a beaucoup œuvré pour la réalisation de ce colloque. Et également le Sud-Est Théâtre de Villeneuve-Saint-Georges, chez qui nous aurions dû faire notre assemblée générale et notre colloque si ça avait été en présentiel, mais dû à ces problèmes de mobilisation, ça n'a pas pu être réalisable. Je ne sais pas si Léna est avec nous. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Et du coup, je vais vous laisser 2-3 minutes de parole si vous le souhaitez. Bien sûr. Je vous en prie. Je suis désolée, j'ai coupé ma caméra parce que j'ai des petits soucis de connexion, donc je suis vraiment désolée. Comme vous l'avez dit, on aurait dû faire l'assemblée générale et le colloque au théâtre. Et on aurait été vraiment ravis de vous accueillir, mais bon, voilà, finalement, ça a été décidé de le faire en visio. Mais je voulais quand même vous présenter rapidement le Sud-Est Théâtre. Donc, c'est un théâtre qui est situé dans le centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges, qui est assez proche de la salle, de la gare, pardon.
La salle de spectacle peut accueillir environ 530 spectateurs. Et on essaye en fait d'avoir une programmation assez variée à la fois pour les spectacles grand public et pour les spectacles scolaires. Donc avec de l'humour, de la danse, de la musique, du cinéma, du théâtre classique, du théâtre plus contemporain. On a aussi une cafétéria qui est assez grande avec une petite scène qui nous permet de faire des événements. Je pense par exemple à des goûters spectacles qui sont à destination des tout petits. Le samedi 25 septembre, ça sera l'ouverture de la saison avec les fils Monkey. C'est un duo de batteurs français. Ils ont vraiment la pêche. C'est deux batteurs qui jouent dans un registre technique et humoristique qui mêle jonglage, percussion, clownerie. C'est vraiment sympa et dynamique. Donc, toute l'équipe du Sud-Est Théâtre espère vous voir à la présentation de saison. Vous êtes donc les bienvenus le 25 septembre. Pour finir, je voulais remercier vivement toute l'équipe de Culture du Cœur qui a pensé à nos structures pour cet événement et avec qui on prévoit d'autres projets pour entamer un partenariat durable. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je laisse la parole pour la suite avec le colloque L'art de remodeler l'espace. Bah, merci beaucoup, Léna, et merci. Et ce sera avec plaisir qu'on viendra vous voir. Du coup, je vais démarrer sur les impacts globaux. Donc, pour retracer les impacts globaux de la crise sanitaire sur la santé mentale des Français et chez les publics du champ social, nous souhaitions faire intervenir un intervenant psy, mais du fait du contexte actuel, ça n'a pas été réalisable. Et donc, je vais me charger de faire un rapide état des lieux de constats qu'on a pu faire dessus. C'est vrai qu'il y a un peu tôt pour pouvoir avoir un vrai bilan significatif de la période de crise parce qu'on est encore en train de la traverser, mais on a déjà pu établir un premier constat général grâce à des sondages, des enquêtes menées par diverses organisations et qui ont pu montrer que la crise sanitaire avait eu un réel impact négatif sur la santé mentale des Français en général. En un an, par exemple, on voit grâce à Santé publique France que les déficiences psychiques ont augmenté, sont passées de 10% avant la crise sanitaire à désormais 22%. Et chez Doctolib, on nous dit que 27% des consultations en plus touchent un public de jeunes et de jeunes adultes. On a aussi eu l'occasion de pouvoir suivre un colloque du Théâtre 14 qui s'appelle Culture essentielle. Et durant ce colloque, Marie Rimbaud, psychiatre, et Pierre Lemarquis, neurologue, expliquaient que l'isolement avait accentué des épisodes psychotiques et de dépression chez les personnes parce que les individus se retrouvaient face à eux-mêmes et faisaient face à des traumatismes qu'ils n'avaient jusqu'alors pas conscience et qu'ils n'avaient pas traités. Donc, ça, c'est dû à la fermeture des lieux culturels, à la rupture des interactions sociales quotidiennes qui ont généré du coup frustration, manque, angoisse, dû au manque de visibilité d'un avenir concret, mais aussi dû à de nombreux facteurs et ce tout favorisant le développement de souffrances psychiques. Dans ces facteurs, on note une augmentation de la précarité avec les pertes d'emploi, souvent aussi des petits contrats chez des personnes qui étaient déjà précaires, notamment chez les jeunes, une baisse du pouvoir d'achat des populations, des personnes isolées vivant dans des habitats exigus, inadaptés au contexte de crise sanitaire, et puis des difficultés sociales grandissantes, notamment dans les cadres intrafamiliaux, avec une augmentation des violences et puis des services pédopsychiatriques surchargés. Et souvent, certaines couches de population ont accumulé les difficultés et les facteurs aggravant les souffrances psychiques. Ces constats, ils ont aussi été relevés chez vous, chez nos partenaires sociaux et culturels.
Et je vais peut-être du coup laisser Béatrice Barbier pouvoir nous partager avec vous son témoignage sur les constats que vous avez pu opérer durant la crise chez les personnes que vous accompagnez, quels ont été les besoins identifiés et comment est-ce que vous envisagez, vous, l'après-crise? Alors déjà, bonjour à tous. Et je voudrais déjà vous dire, la crise sanitaire persiste et la santé mentale en pâtit lourdement. Et après plus d'1 an d'épidémie, comment mieux appréhender cette période d'incertitude et d'usure pour tout le monde? Pour garder le cap après ces mois marqués par les 3 confinements et le couvre-feu, la santé mentale s'est considérablement dégradée, état anxieux, dépressif, manque de sommeil, pensée suicidaire, ce que fut le cas chez beaucoup de nos adhérents. Et dans un premier temps, face à l'incertitude, essayer de s'ancrer dans le présent quand nous pouvons nous retrouver une vie normale. Faudra-t-il craindre une nouvelle vague, répercussions économiques et sociales? Et comme le dit si bien le docteur Jacques Maud, qui est chercheuse en neuropsychologie, les humains, dans leur majorité, ont besoin d'avoir un contrôle relatif sur ce qu'il va se passer. Or là, on a perdu tous nos repères. Comment tempérer les conséquences psychologiques liées à cette incertitude? Si l'on s'inquiète sur l'avenir, l'anxiété ne fera que grandir. Apprendre à vivre dans l'instant, un exercice loin d'être intuitif. Développer la savouration à vivre des moments agréables au quotidien. Apprécier une promenade, prendre quelques minutes, respirer à sa fenêtre, les listes en fin de journée comme sur un carnet de gratitude. Il faut essayer de retenir un peu de positif au moment présent. Nous n'avons pas les clés du futur, on n'a que celles du présent. Dans un deuxième temps, développer les activités pour reprendre un sentiment de contrôle, développer des stratégies dites de coping ou d'ajustement, c'est-à-dire l'adaptation aux situations génératrices de stress. Des techniques qui peuvent redonner une sensation de contrôle, cuisine, musique, dessin, et comme le suggère le docteur Jacques Maud, de se lancer progressivement dans une activité en se fixant des petits challenges, activités artistiques qu'on n'a jamais pris le temps de commencer ou sur laquelle on décide de passer 1 heure. Le fait d'accomplir une tâche prouvera la gratification, une sensation de maîtrise des événements, de réduire l'anxiété. Si l'objectif est trop difficile à atteindre, l'opération ne sera contre-productive et créera de l'événement. En troisième cas, s'offrir des phases de décompression. Au-delà de l'incertitude qu'elle induit, cette crise prolongée est source d'usure et de fatigue pandémique. Détresse psychologique, stress chronique et prolongé face à cette crise sanitaire, à la limitation des mouvements et des libertés. Ce phénomène de lassitude se traduit par une baisse de motivation à se protéger en dépit d'un risque constant, relâchement sur les règles d'hygiène et de comportements soucieux. La peur du virus en début de pandémie a laissé place à la colère et à la frustration. Une situation durable, plus difficile à gérer que les activités ressources, faire la fête, prévoir un voyage, sortir dans un musée, un théâtre, qui d'ordinaire nous permettent de se tenir pour l'essentiel disparu. Se ménager autant que possible, un week-end en comité restreint dans le respect des règles sanitaires permet de recréer du lien social et de partager ses émotions. On en a tous marre, ça nous montre qu'on n'est pas seul dans cette mésaventure. La fin des limitations de déplacement, la réouverture des restaurants, des terrasses, des lieux culturels nous permettent d'élargir les stratégies de reprise de contrôle. Il faut essayer de garder des habitudes, des petites routines pour avancer dans un cadre rassurant, réduire l'anxiété. C'est important de ne pas créer un mélange des genres entre travail et vie privée. S'informer pour mieux comprendre. Lorsqu'on comprend mieux une situation et les mesures qui sont prises pour y faire face, ça contribue et diminue le stress et l'incertitude. Attention à ne pas surdoser le niveau d'information. Ne pas regarder les chaînes d'infos en continu, c'est important d'être informé, mais en boucle, c'est pesant et ça devient anxiogène. S'informer sur l'évolution de la situation sanitaire 1 fois par semaine, le reste du temps, regarder des contenus divertissement, des films, des concerts. Ne pas hésiter à consulter un psychologue. Pour tenir mentalement, le plus important reste de ne pas culpabiliser, de se sentir mal.
troubles du sommeil, modification de l'appétit, perte d'envie, motivation sont les premiers signes qui peuvent inciter à prendre rendez-vous auprès d'un professionnel. Pourquoi ne pas miser sur la culture? Excellent antidote, puisque la culture est un aiguillon pour les esprits, un vecteur de puissance, une industrie pourvoyeuse. Les métiers du cinéma, du théâtre font partie de la richesse de notre pays et proches des citoyens. Chaque personne peut et doit devenir un héritier transmetteur, comme le dit le poète René Char. Le patrimoine culturel collectif et la capacité individuelle de création sont les sources d'une société apaisée entre les individus qui la composent. Aller vers les belles choses de l'esprit, rassembler autour des valeurs qui conditionnent la création et la transmission des œuvres. Il est indispensable d'aller à la rencontre d'œuvres exposées dans les musées, sensibiliser les publics et les motiver en profondeur pour une éducation artistique et culturelle. La culture n'est pas une marchandise, c'est un outil d'influence de par le monde. Les industries culturelles font toujours du bien, elles créent de l'émotion, aident à réfléchir et la culture fait grandir. Voilà ma constatation par rapport au public que nous recevons. Merci beaucoup, Béatrice. C'était très riche. Merci. Avec ces constats, du coup, avec les personnes que vous accompagnez, on sait que la culture l'impact social et la nécessité de la culture pour le bien-être des populations est nécessaire en soi. Et nous sommes demandés, du coup, quels ont été les impacts des restrictions culturelles chez les populations, dans le monde culturel également. Et on avait une enquête du GE-CE qui nous disait que 81% des Français disaient avoir été impactés par l'arrêt de la culture, donc 42 beaucoup impactés. Et je vais peut-être laisser la parole à Léonore Graser, du coup, pour vous exposer un petit peu plus. Je vous laisse la parole. D'accord, très bien. Merci, Marina. Bonjour à toutes et tous. D'abord, je remercie les organisatrices et administrateurs de m'avoir invité à apporter mon point de vue, mon point de vue pas personnel, mais mon point de vue sociologique. Donc, je précise que je n'ai pas une approche psychologique, mais bien une approche sociologique qui… je vais essayer de faire une synthèse des études qui ont été réalisées, des études qui peuvent être exploratoires parce que, comme vous le savez, en sociologie, on n'est pas journaliste et on a tendance à prendre du temps pour mener des études scientifiques. Donc, il nous faut du recul. Donc, pour l'instant, on est dans une sorte d'état des lieux un peu général. Je vais revenir sur certains points et donc, je précise que c'est une approche qui s'appuie sur une approche plutôt compréhensive, puisque moi, je m'inscris dans un courant de sociologie qualitative plus que quantitative, et qui essaye de mettre en lien les pratiques culturelles, mais aussi les discours et les représentations sociales aux caractéristiques sociodémographiques des personnes. Donc, on ne travaille pas sur l'état mental des personnes, mais bien sur ce qu'ils disent de leur état mental ou de leurs ressentis ou de leurs expériences. D'abord, un petit rappel de quelques chiffres, puisqu'on parle d'impact des restrictions culturelles. Il faut d'abord se mettre d'accord sur le fait que quand on parle de restrictions culturelles, là, on parle surtout de la fermeture des lieux physiques qui accueillent du public, qui ont été considérés comme non indispensables à la vie du pays. Donc, le 14 mars 2020, il y a eu cette fermeture, avec une courte réouverture durant l'été 2020, mais plus de 7 mois, à peu près 8 mois de fermeture pour les cinémas, les musées, les salles de spectacle, les théâtres, les festivals. Évidemment, ce n'est pas toute la culture qui s'est mise à l'arrêt, c'est les services et les biens accessibles physiquement, puisqu'on sait que dans le monde numérique, il y a eu d'autres formes culturelles qui ont été valorisées et promues. Je rappelle aussi qu'en parallèle de ces fermetures, il y a eu la poursuite des tournages, des captations, des résidences, de production culturelle. Et, alors attendez, parce que du coup, je me vois, voilà, je ne vois plus. Et 7 milliards d'euros d'aide de l'État. En mars 2021, on estime à une forte baisse des revenus dans le secteur
dans les industries artistiques et culturelles, une baisse des revenus de 76% dans le secteur de la musique, de 90% dans le secteur du spectacle vivant, de 70% dans le secteur du cinéma. Au niveau national, on a 1,3 million d'emplois qui ont été menacés et qui restent menacés dans les industries culturelles et créatives. Une perte globale de 32% du chiffre d'affaires. Et tout ça n'est pas terminé, puisque même si on a depuis le 19 mai 2021 une réouverture progressive des lieux, qui va d'ailleurs se terminer là, au 30 juin, il y a les jauges complètes vont se mettre en place, mais les discothèques ne réouvrent qu'au 9 juillet. Donc un véritable changement durant cette dernière année. Un changement dans les faits, donc, que l'on peut constater, mais aussi un changement dans les représentations, avec la fermeture de ces équipements culturels considérés comme non essentiels. C'est quelque chose qu'on a beaucoup retrouvé dans les discours. Et ce qui m'intéresse particulièrement aussi, les discours des médias, les discours des professionnels. On a eu l'apparition d'un certain nombre de mots-clés qui sont revenus très fortement et de manière très anxiogène aussi. La culture non essentielle, la culture confinée, la culture qui n'est pas prise en compte et qui est presque délégitimée par le gouvernement, voire par le ministère de la Culture. Ce qui nous invite à vraiment réfléchir aux effets psychologiques de ces restrictions psychologiques et sociologiques, de ces restrictions culturelles sur le moral des Français, mais aussi sur tous ces discours très alarmistes qui ont pu être diffusés de manière très large. Comme je l'ai dit, dans les médias, si on fait une rapide analyse exploratoire des titres et des articles qui ont été écrits durant toute cette crise sanitaire sur les restrictions culturelles, on a des mots-clés assez anxiogènes. On parle de dégâts graves, la culture va-t-elle guérir? Est-ce qu'on va vers une société dictatrice qui empêche la population de consommer des biens culturels? Est-ce que la culture est condamnée? Quelles sont les pertes à long terme, etc. On a vu l'apparition de grands titres, de mots-clés, notamment dans la presse écrite et les titres nationaux, qui ont révélé une véritable montée en angoisse. Alors, en tant que sociologue, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en parallèle cette montée en angoisse dans les médias à la réalité vécue par les professionnels et ensuite par les publics de la culture. Du côté des professionnels, je pense que vous le savez comme moi, l'angoisse, elle est extrêmement présente, elle reste extrêmement présente, puisque dans les interviews, dans les médias, on voit un fort sentiment d'illégitimation avec des professionnels de la culture qui ne se sentent pas du tout entendus, ni pris en compte, un sentiment d'abandon presque de la part de leur ministère, et le sentiment de ne pas savoir de quoi demain sera fait, une crainte pour l'avenir. Du côté des usagers maintenant, donc des publics de la culture, c'est un peu différent. On a certes un fort sentiment de privation, un sentiment de manque, mais c'est là qu'on va apporter quelques nuances. Marina, vous avez cité le sondage du GECE et Correspondance Digitale qui s'appelle « Impact des restrictions sanitaires sur l'état moral des Français », qui est une enquête qui a été menée, une enquête quantitative menée sur 10 000 Français de 15 ans et plus, qui a été réalisée en ligne en janvier 2021. Alors certes, quand on voit les résultats, on voit qu'il y a une baisse de morale, 81% de la population qui se dit touchée par les restrictions culturelles et notamment 42% qui se disent très touchés. Ça, c'est les grands titres de l'étude. Et ça fait peur, en effet. Et en plus, on se reconnaît là-dedans. On se reconnaît souvent là-dedans. Ensuite, on voit aussi que, selon la même étude, 30% des Français disent avoir un moral bas, mais 70% disent avoir un moral assez bon ou très bon. Mais ça, c'est écrit en plus petit dans l'étude. Et puis, ensuite, que parmi ces 81% de la population touchée par la fermeture des cinémas, des salles de concert et des théâtres, et dans une moindre mesure les musées, il faut le dire, parce que les musées sont quand même, représentent les équipements culturels les moins populaires, entre guillemets, en France. On se rend compte dans les résultats que parmi ces 80%, la population qui se trouve la plus touchée, c'est d'abord celle qui vit dans les centres hyperurbains, dans les grandes villes. Plus on vit dans une grande ville et plus on est touché par les restrictions culturelles. Plus on est habitué aussi à consommer de manière habituelle des biens et des services qui sont à proximité,
et plus on est frustré par le fait de ne pas pouvoir avoir accès physiquement à ces espaces. Les lycéens et les étudiants sont ceux qui se disent les plus touchés. Ça, on l'a très, très clairement vu pendant toute cette crise sanitaire. Les lycéens et les étudiants sont peut-être cette population qui a le plus souffert psychologiquement par tous les effets des restrictions. Parmi ces personnes les plus touchées encore, on va retrouver essentiellement les CSP, catégories socioprofessionnelles intermédiaires et supérieures. Donc, plus on a des revenus élevés et plus on est touché par ces restrictions culturelles. Plus on est diplômé, bac +2 et plus on se dit touché par ces restrictions culturelles. Donc, on se rend compte que ces constats-là, il ne nie absolument pas l'impact moral qui est clairement là et qu'on retrouve dans les discours, mais il faut les pondérer. Pourquoi? Parce qu'ils montrent bien que finalement, les personnes qui souffrent plus, qui ont été les plus impactées par les restrictions culturelles, c'est aussi celles qui consomment déjà habituellement le plus les biens et services culturels et sont les personnes qui sont déjà les publics de la culture les plus habituels. Or là, pour ce qui nous intéresse, c'est aussi de voir quels sont les impacts sur les personnes qui sont les plus éloignées de la culture traditionnelle. Je vais aller rapidement, je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps. On a fait une petite enquête, on a fait plusieurs petites enquêtes avec mes étudiants en master dans le cadre du cours de sociologie et pratiques culturelles auprès des étudiants pour savoir justement quels étaient les impacts sur le ressenti des étudiants par rapport aux pratiques culturelles. Et les résultats sont assez flagrants. Alors, il y avait des études, excusez-moi, sur les pratiques du cinéma, sur les musées, sur la musique, sur un petit peu tous les secteurs culturels. On s'est rendu compte très clairement qu'il y avait un fort sentiment de manque, de privation, mais pas des lieux culturels à proprement parler. Donc, ce n'est pas le fait d'aller dans les lieux, c'était le fait de se retrouver en groupe dans ces lieux. Cette importance de la sociabilité, elle est vraiment évidente dans les résultats. Donc, la sortie au cinéma, la sortie même à la bibliothèque ou à la bibliothèque universitaire, les loisirs, les activités sportives, les cours de musique, les cours de dessin étaient présentés vraiment comme des moments de sociabilisation. Et c'est ça qui manquait tout d'un coup, puisqu'on se retrouve isolé, puisqu'on se retrouve seul, on se retrouve chez soi entre quatre murs, et que même si on a accès à des films, à de la lecture, à tout ça, on se retrouve tout seul. Le constat, c'est ça, c'est que sur le plan émotionnel et du ressenti, on a des jeunes étudiants qui se retrouvent privés de leur communauté de goût, privés de contacts et de liens sociaux par la culture. Donc, pas directement des lieux en eux-mêmes, mais de ce que ces lieux peuvent procurer en termes de liens sociaux. Donc voilà, une petite phrase de conclusion. Donc au-delà de l'impact réel et extrêmement négatif sur les lieux, les biens et les services culturels, sur les professionnels de la culture, sur l'industrie elle-même, on se rend compte que ce qui ressort, c'est la plus grande sensibilité à l'exclusion et à l'isolement dès qu'on prive les publics de la culture des espaces physiques de la culture. Sentiment de privation qui, évidemment, est en lien avec le manque de contact humain, le manque de lien social et donc forcément l'impact psychologique. Voilà. Je vous relaisse la parole pour cette deuxième partie. Ah ouais, merci beaucoup, c'est une super transition pour Corinne du coup, parce que peut-être que vous aussi, vous pouvez parler justement des constats que vous avez faits au sein de l'ITEP et de ce manque, ces frustrations et cet isolement. Je vous laisse la parole. Votre micro est fermé, Corinne. Oui, ça résonne avec ce que vous venez de dire, Léonore Graser. Effectivement, je travaille dans un ITEP qui accueille des enfants et des jeunes adolescents qui ont majoritairement entre 6 et 14 ans. Donc, concernant les restrictions,
l'impact, je dirais, comme ça, direct, c'était une privation effectivement, de sortie dans les lieux, privation aussi de présence d'intervenants, c'est-à-dire plus d'extérieurs venant à l'intérieur de l'établissement. Et un maintien donc, dans un espace social restreint. Et dans des groupes aussi restreints parce qu'il y avait une limitation aussi de la circulation, de croisement entre les groupes dans les différents services. Donc, voilà, un refermement comme ça sur les groupes avec bien évidemment des places qui s'inscrivent un peu de manière immuable, des comportements répétitifs et problématiques en ITEP, face au travail scolaire, face aux autres dans le groupe, face à eux-mêmes, c'est-à-dire avec pour la plupart une très faible estime d'eux-mêmes, une image très dégradée qui prend souvent une forme qui semblerait être inverse, toute puissante, pleine de défiance envers l'autorité, provocante. Et bien que les professionnels, éducateurs, enseignants, psychologues cherchent à offrir des espaces de parole parfois individuels, un cadre éducatif pour vivre dans un collectif, mais comme dans tout groupe, il y a des places qui se figent. Et là, encore plus dans ce contexte, d'enfermement, voilà, de repli, d'autant que dans le milieu familial, il y avait beaucoup d'anxiété. Dans l'établissement, eh bien, il y avait des fois des référents absents parce que cas contact, parce que cas positif, donc une anxiété montante, et avec des tensions amenant de l'agressivité, de la fatigue. Et ce que je témoigne, c'est l'observation, ce n'est pas la parole directe, il n'y avait pas de plainte quant au manque un manque, par exemple, d'intervenants ou d'actions culturelles. Mais les actions culturelles qu'on tente de développer, de mettre en place et de proposer aux enfants et aux équipes, ce sont justement des espaces de respiration, d'ouverture, des passerelles vers l'extérieur, vers un monde élargi, parce que pour la plupart, il y a quand même des enfants qui sont aussi scolarisés à l'extérieur, mais la plupart ont été exclus de classe, même s'il y a des politiques inclusives, et qu'il y a plus de la moitié maintenant qui aussi peut bénéficier d'une scolarité à l'extérieur. Ils sont donc pour pratiquement de la moitié toute la journée et parfois en internat dans l'institution médico-sociale. Donc, toutes ces propositions, c'est aussi pour eux une manière, ce qui leur est proposé, d'exercer leur sensibilité, de la partager dans la rencontre avec des artistes ou des lieux culturels et de l'exercer de manière valorisante avec autrui, de participer à une vie sociale sans être dans un sentiment d'échec que peut renvoyer parfois la scolarité. Et puis, c'est d'exercer, en fait, s'exercer, c'est aussi une vie citoyenne, sociale dans le quartier et avec des structures environnantes comme le théâtre Jean Villard qui témoignera aussi tout à l'heure. Voilà, donc c'est pour moi les impacts que j'ai pu observer, c'est ce repli, c'est cette répétition, c'est ce peu d'ouverture, un peu comme les étudiants, mais comme ils ont aussi à la base, ils sont dans cet établissement parce qu'ils ont des difficultés psychologiques et des difficultés à pouvoir être en lien avec les autres, le fait des restrictions culturelles impacte directement sur cette possibilité de s'épanouir autrement. Merci beaucoup, Corinne. Est-ce que des personnes souhaiteraient réagir, souhaiteraient témoigner aussi de ces observations des restrictions culturelles dans l'accompagnement qu'ils délivrent au quotidien avec les publics? Moi, je veux bien réagir. Je ne sais pas si on m'entend. Vous m'entendez? Oui. Juste par rapport au constat fait par Madame Graser,
je me posais la question en vous écoutant parler de savoir si effectivement ça paraît logique en même temps que les restrictions culturelles et peut-être davantage impacter les personnes qui ont l'habitude de fréquenter les lieux culturels. Mais est-ce qu'on n'aurait pas constaté pendant cette période-là justement un manque qui n'avait pas été forcément identifié par des personnes. Alors, nous, je sais qu'on fait quand même sortir avec Culture du Cœur en temps normal. Près de, enfin, il y a 20 000 invitations réservées par an et il y a près de 6 000 personnes touchées. Je ne sais pas si elles ont évidemment été interrogées, je ne pense pas, mais en même temps, je me disais qu'il peut aussi y avoir dans cette période-là un manque qui est apparu et qui n'était pas forcément conscient jusqu'à présent, et notamment des personnes qui sont peut-être moins habituées à aller de façon régulière dans ces espaces-là, mais parce qu'il me semble simplement, enfin de façon tout à fait logique, que le fait de devoir se regrouper dans des lieux, des lieux qui appartiennent à tout le monde, que sont les théâtres et tous les espaces culturels qui sont proposés, ça a pu tout autant manquer au public du champ social, médico-social ou médico-social ou socio-éducatif, mais pas forcément ressortir dans les études qui ont été faites sur la période. Ok, alors déjà, ce serait tellement bien de pouvoir faire une étude auprès de votre association, auprès des bénéficiaires de votre association et peut-être des associations partenaires, justement, pour poser ces questions-là. Voilà, hein. Si un jour on peut faire ça, ce serait super. Parce que maintenant, alors, dans les études, ce qui ressort, c'est que ces personnes-là, elles ont été interrogées et que non, ce n'était pas considéré comme des pratiques essentielles qui manquaient. C'est ce qui ressort des enquêtes et ce n'est pas surprenant théoriquement. Si vous voulez, théoriquement, on sait que les catégories les plus populaires de la population, elles ont leurs pratiques culturelles en elles-mêmes. C'est juste qu'elles ne vont pas au musée, elles vont peut-être moins au cinéma parce que ça coûte cher, et puis elles vont moins en bibliothèque, mais il n'empêche qu'elles lisent autrement, qu'elles regardent la télévision, qu'elles vont consommer énormément de vidéos en ligne, elles écoutent énormément de musique de la même manière. C'est juste que ce ne sont pas les mêmes. Là, on parle vraiment de les restrictions culturelles des lieux physiques. Elles ont impacté surtout les personnes qui consommaient ces biens les plus traditionnels, enfin de la culture dite traditionnelle ou de la culture considérée comme la plus légitime en fait. Mais toutes les pratiques de culture dites illégitimes ou disons moins validées par les institutions, elles se sont poursuivies. Donc il n'y a pas de manque apparent à ce niveau-là. Ce serait vraiment intéressant de voir si vos bénéficiaires qui ont peut-être justement une habitude qui se met en place, ce serait super de voir s'il y a eu un manque déjà pour l'association, de savoir s'il y a un vrai manque qui s'est créé ou pas, quoi. Et on est tout à fait ouvert à accueillir des étudiants qui souhaiteraient réfléchir à ça avec nous. Je note, je note. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant, parce que même si la notion de manque n'est pas toujours conscientisée, l'observation justement des travailleurs sociaux qui accompagnent au quotidien les personnes et peuvent avoir un regard extérieur sur des situations données. Et c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, d'associer à votre expertise sociologique des témoignages de terrain qui sont finalement assez représentatifs de ces questions qui sont posées. Et si personne ne veut rajouter quelque chose, je vais continuer. J'y vais. Du coup, on sait qu'il y a eu un impact des restrictions culturelles dues à l'isolement et que du coup, l'art et la culture sont nécessaires, mais aussi qu'ils ont su s'adapter au contexte de crise et en transformant, en s'emparant de nouveaux outils pour pouvoir survivre, que ce soit le monde culturel, pouvoir continuer de la programmation culturelle et pouvoir du coup permettre aux personnes de continuer à avoir des pratiques culturelles. Du coup, on s'est posé la question de savoir quelles avaient été les adaptations, quels impacts sur les publics, quelles perspectives.
Et je vais vous redonner la parole, Léonore. Oui, pour le petit brief sociologique. Béatrice Barbier, tout à l'heure, parlait de coping et de moyens que la population, que les personnes ont pour faire face à une situation difficile et anxiogène, de s'adapter à la situation. Et on l'a vu dans le secteur culturel et on l'a vu chez les personnes. Et vous-même, vous l'avez vu dans le secteur, dans le champ social, puisque vous avez adapté, comme je l'ai dit pendant l'Assemblée générale, vous avez adapté certaines de vos actions en passant au numérique notamment, hein, comme ça a été souligné. Ce qu'on a pu observer, c'est assez rapidement, il y a eu une forte réactivité, mais qui a été un peu hésitante au départ, mais une forte réactivité quand même du secteur culturel, avec pas mal de choses qui se sont passées, qui redéfinissent qui sont en train de redéfinir non seulement le fonctionnement des industries culturelles, mais aussi le rapport à la culture, le rapport aux modalités de consommation culturelle. Donc, comment on va consommer? Est-ce qu'on va consommer plus en ligne? Est-ce qu'on va consommer plus physiquement, tout seul, en groupe, etc. On a vu la création et le développement de plateformes adaptées, hein, comme par exemple #culture chez nous, qui proposait des contenus en ligne par le ministère de la Culture, la mise en accès libre de nombreuses ressources numériques, que ce soit du côté des musées, des bibliothèques, des cinémathèques, une profusion vraiment d'éléments pour accompagner le confinement, notamment la première période de confinement qui était très stricte, et tout d'un coup une accessibilité des contenus culturels qui est devenue réelle en très peu de temps, une accessibilité réelle si bien sûr on ignore la fracture numérique, dont je reparlerai. Ensuite, on a vu se développer de nombreux dispositifs numériques de médiation qui visaient à adapter ou à réinventer les pratiques culturelles traditionnelles. Alors, quand je parle de pratiques culturelles traditionnelles, pratiques culturelles légitimes, c'est bien sûr les pratiques qui sont les plus valorisées institutionnellement, hein. Je parle des visites de musées, du fait d'aller voir un concert dans une salle, d'aller au cinéma dans une salle, d'aller visiter des monuments historiques, pour qu'on s'entende. Et là, on a vu apparaître des visites virtuelles de musées de plus en plus, et c'est une pratique qui tend à se populariser, visites virtuelles de monuments historiques aussi. Et par exemple, dans le secteur musical, tout un tas de projets qui ont été lancés, soit de manière officielle, soit de manière complètement informelle par des artistes, des musiciens qui, tout d'un coup, ont ouvert leur écran et se sont mis à interagir avec leur public. Je pense à Francis Cabrel, par exemple, qui donnait des cours de guitare en direct ou des concerts. Patrick Bruel-Lafay, Thomas Dutronc, le chanteur M aussi. C'est pour la chanson française, mais tout un tas d'artistes, hein, et au niveau international, c'est très important, qui ont mis en place des dispositifs artistiques en réaction aux mesures d'urgence qui ont été prises par le gouvernement dans le secteur de la musique, pour montrer aussi la vitalité du secteur et pour montrer la réactivité. Donc, les captations, les concerts en ligne, les ateliers, les cours, tout ce qui se passait en stream, hein, en visionnage direct. Il y a eu un concert de David Guetta à grande échelle, hein, un concert international en live stream pour le Nouvel An, au bénéfice de l'UNICEF et des Restos du Cœur. David Guetta qui a fait un immense concert et les gens en ligne pouvaient interagir soit en se filmant, soit par des commentaires. Il y a un projet de recherche notamment du labo du service auquel j'appartiens, qui s'appelle Musicovid, si ça vous intéresse, qui revient sur tous ces projets qui ont pu naître, qui ont des formes diverses, hein, et de ce que ça apporte de ce que ça montre de la productivité et des capacités d'adaptation, de résistance et d'innovation du secteur musical, notamment pendant la crise sanitaire. C'est un exemple parmi d'autres. On a vu plein de choses se faire. J'imagine que comme moi, vous avez vu des vidéos collaboratives, des chansons, la chanson de Bourvil, La tendresse, qui a été reprise comme ça avec plein de personnes qui chantaient. Tout ça, c'est aussi des pratiques culturelles, c'est des contenus culturels et des formes collaboratives qu'on a vu naître qui sont très intéressantes d'un point de vue sociologique. Alors maintenant, je vais vous parler d'une autre étude qui a été faite, hein, qui est la première étude que l'on a sur le sujet, qui s'appelle Pratiques culturelles en temps de confinement, qui a été faite par les chercheurs du
du département des études et de la prospective statistique du ministère de la Culture, Anne Jonchery et Philippe Lombardo. Une étude menée en avril-mai 2020, qui est une enquête quantitative à travers un questionnaire en ligne sur un échantillon de près de 3000 Français métropolitains de 15 ans et plus, qui s'intéressait sur les opinions, comportements et valeurs des Français, mais plus particulièrement sur leur représentation des pratiques culturelles pendant le confinement. Cette enquête, elle est très intéressante. Elle montre que, au-delà de l'impact négatif, il y a eu de réels impacts positifs de cette période. Ça permet de nuancer un peu et puis surtout d'offrir des perspectives, hein, si vous voulez, par rapport à toute cette crise sanitaire qui nous est tombée dessus. Parmi les phénomènes observés qu'on doit retenir, une augmentation très importante des pratiques culturelles en amateur, avec, comme le disait Béatrice Barbier, l'importance peut-être pour chacun de se construire un temps à soi, d'ailleurs de se retrouver dans une chambre à soi et de se retrouver à peut-être reprendre le dessin ou reprendre la pratique d'un instrument ou autre, regarder des films, en tout cas retrouver des repères. Et retrouver des repères, c'est passer par les pratiques culturelles chez soi, peut-être de manière solitaire, mais de manière réelle quand même. On a vu un rajeunissement des publics pour ces pratiques amateurs, qui a priori sont plutôt l'apanage des seniors ou des adultes de plus de 40 ans. Là, on a un rajeunissement avec aussi des jeunes de 15 ans et plus. Hein. Pour tout ce qui est pratique culturelle chez soi, à domicile, une réduction des écarts sociaux. Et ça, c'est très important. Sauf pour l'écoute de la musique et la presse écrite, on a moins de différence entre les différentes populations pour tout ce qui est les pratiques culturelles pendant la période du confinement. Une augmentation des consommations audiovisuelles, ça ne vous étonnera évidemment pas, hein, et une augmentation des abonnements aux plateformes de diffusion audiovisuelle, avec un marché qui a explosé, hein, bien sûr, Netflix, Canal+, etc. Un recrutement des nouveaux publics concernant les jeux vidéo et les vidéos en ligne, un vieillissement finalement des publics jeux vidéo et vidéos en ligne, une augmentation de la consultation des réseaux sociaux, avec des usages qui sont plutôt à visée communicationnelle plus qu'informationnelle, donc les personnes qui allaient pour communiquer et pour trouver du lien, hein, plutôt que pour s'informer. Pour s'informer, la télévision était très présente et malheureusement pas qu'une seule fois par semaine, ce qui a sans doute contribué à l'effet anxiogène. Et un autre phénomène plutôt très positif pour le secteur culturel, c'est l'appropriation des ressources culturelles numériques par les seniors. Donc les seniors qui sont a priori la population cible, hein, des musées, des salles de concert, des cinémas, et qui là se sont appropriés tous ces dispositifs numériques mis en place, avec une familiarisation qui est peut-être lente, mais certaine. Donc un passage au numérique de certaines pratiques. Est-ce que j'ai encore du temps un petit peu? Ça va? Ok. Ce qu'on observe comme facteurs qui influencent l'intensité et la diversité de ces pratiques, hein, c'est d'abord les conditions de sociabilité en confinement, c'est-à-dire le fait qu'on soit seul ou à plusieurs, avec ou sans enfants. Si on a beaucoup d'enfants, beaucoup de charge mentale, on n'a pas beaucoup de temps pour reprendre la clarinette, si vous voulez. Si on est nombreux, on va peut-être avoir moins de temps à passer sur son écran aussi. Donc, la condition de sociabilité en confinement va jouer un rôle, mais aussi la condition de logement, selon que l'on avait accès à un espace extérieur, selon aussi la configuration de l'espace intérieur, avec plus on a un espace à soi et plus on a des propensions à avoir des pratiques culturelles, ce qui nous renvoie finalement aux caractéristiques sociologiques, hein, des personnes. C'est-à-dire que les populations qui finalement ont le plus d'espace, les populations qui ont des systèmes de garde pour leurs enfants ou qui arrivent à s'organiser, les familles qui ne sont pas monoparentales, vont là encore avoir un accès favorisé aux pratiques culturelles. Les conclusions de cette étude,
qui, comme je vous le dis, est amené à être développé auprès d'une plus large population et surtout qui va être complété par d'autres études quantitatives et qualitatives sur ce sujet, c'est que s'il y a eu un creusement très net des inégalités sociales et économiques dans de nombreux domaines, notamment dans le monde de l'emploi, dans le monde de la santé, durant la crise sanitaire, du côté des pratiques culturelles, on a beaucoup moins de clivages que ce qu'on pouvait, ce qu'on pouvait craindre. Et surtout, on a certains écarts entre les groupes sociaux et entre les générations qui tendent à se réduire. Donc finalement, on a vu certaines pratiques qui homogénéisaient un petit peu les pratiques culturelles. Ces pratiques culturelles pendant le confinement, elles ont amené une réorganisation du temps dans l'espace domestique. On s'est retrouvé avec beaucoup plus de temps ou moins, tout dépendait si on avait des enfants ou pas. Mais en tout cas, une réorganisation du temps, plus d'accès aux biens et services culturels numériques, plus du tout d'accès aux biens et services culturels physiques. De manière générale, une progression des pratiques culturelles et globalement une meilleure répartition de ces pratiques culturelles entre les groupes sociaux. L'apparition de nouveaux usages culturels et notamment numériques pour les seniors. Et une augmentation des pratiques amateurs avec un rajeunissement et une diversification des pratiques. Évidemment, la fracture numérique, on peut en parler, elle a explosé au visage de tout le monde et notamment du monde éducatif pendant le confinement, puisque tous les élèves et étudiants qui n'avaient pas d'ordinateur, qui n'avaient pas d'accès à Internet, qui vivaient dans une zone blanche, donc sans réseau, ont été confrontés à ces difficultés. Moi, en tant qu'enseignante, j'ai très bien vu les difficultés rencontrées par beaucoup d'étudiants qui avaient une mauvaise connexion, etc., pour avoir accès au contenu et aux enseignements. C'est pareil pour les pratiques culturelles. Cette augmentation des pratiques culturelles durant le confinement, elle n'a pas annulé les difficultés d'accès aux cultures numériques qui existaient déjà et qui touchent, disons, de manière assez claire, 10% de la population française, pour ce qui est de la fracture numérique. Une dernière, ça va? Oui, ok. Une autre étude qui, si ça vous intéresse, que vous pouvez consulter, ça s'appelle Covid écran en famille. C'est une étude qui a été menée par Catherine Dessinges et Aurélie Desfriches-Doria. Une étude qui a étudié les usages des écrans pendant la période de confinement en France et comment surtout ces usages se sont organisés avec la vie familiale. Ça a montré que il y avait eu un fort taux d'exposition avec 7 heures par jour en moyenne aux écrans et en même temps qu'il y avait une forte diversification des usages avec pas seulement donc, des réseaux sociaux et des jeux vidéo, mais aussi des écrans utilisés de manière éducative ou de manière culturelle. Ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est l'importance de la socialisation juvénile par les écrans. C'est-à-dire que oui, il y a les réseaux sociaux, WhatsApp, et ça fait un peu peur, et les jeux vidéo aussi, ça fait peur aux adultes, ça fait peur aux parents, ça fait peur à tous les professionnels aussi de l'éducation, et psychologues et psychiatres, etc. C'est un sujet sur lequel je travaille par ailleurs. Mais on voit que ces espaces de socialisation, ils sont très importants. Et ils ont été très importants pendant la crise sanitaire, pour les jeunes en particulier, pour les adultes et pour les jeunes. On voit que se reconfigurent des sociabilités amicales. Il y a des nouvelles règles de comment on se crée des amis, comment on rencontre des gens et aussi comment on rencontre des gens par rapport à des goûts communs. Et aussi, on voit comment les écrans ont pu être utilisés dans le cadre de sociabilité familiale, c'est-à-dire au sein de la famille, le fait de regarder la télévision, de regarder une vidéo en ligne, le fait de peut-être faire une visite de monuments historiques en ligne, parce qu'il fallait bien s'occuper, parce qu'on voulait éviter les jeux vidéo, etc., ont participé à remettre peut-être les écrans un peu plus au cœur de la vie familiale. Alors qu'on avait dans le regard des parents une vision de l'écran un peu ennemi, l'écran danger, l'écran toxique. Et là, on a bien dû faire avec l'écran, et puis l'écran a sauvé la mise de nombreux parents. Et donc, ce changement, si vous voulez, de vision sur l'écran, il est intéressant parce que
parce qu'il montre que le passage forcé au numérique, il peut permettre aussi de repenser les rapports au sein de la famille et les rapports au lien social de manière générale. Alors, si je dois conclure rapidement, on a eu un passage forcé au numérique. Qu'on le veuille ou non, on a dû s'y faire et on en a tous été les victimes, mais aussi les acteurs. Ce qu'on a vu, cette redéfinition des règles de diffusion, elle est intéressante parce qu'elle montre qu'un accès libre à des films, des livres, des musiques, même si ça soulève plein de questions, notamment juridiques, sur les droits, sur les paiements, les droits d'auteur, etc., ça montre qu'il y a un accès libre possible à tout un tas de contenus et une diversification de contenus. Ça a redéfini les modalités de consommation, ça a redéfini les manières dont on voit les écrans et dont on voit le numérique, peut-être en dédiabolisant un peu certaines pratiques. Ça a montré aussi comment les contenus culturels, les biens et services culturels pouvaient être déterritorialisés. Par le numérique, ça permet aussi de casser les barrières géographiques, d'accès physique aux lieux. Et puis aussi, ça a montré que les secteurs culturels étaient capables de se revitaliser assez rapidement, de réagir assez rapidement avec l'apparition et la mise en évidence de plein de nouvelles formes de production, de diffusion et de réception culturelle. Ça, c'est très intéressant. C'est des choses qu'il faudra garder en tête quand on réfléchira juste après aux pistes de réflexion. La question en tout cas qu'on peut se poser, c'est est-ce que le numérique, ça offre plus d'accessibilité, donc peut-être plus d'horizontalité et donc peut-être plus de démocratie culturelle, et on y reviendra un peu plus tard. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Léonore. Justement, à propos de ce passage forcé au numérique, peut-être Béatrice Fumé, justement, vous pourriez nous témoigner de comment vous êtes emparé de ces outils numériques pour vous adapter au Sud-Est Théâtre. Non. Au Théâtre Jean Vilar. Pardon, au Théâtre Jean Vilar, excusez-moi. Oui, Théâtre Jean Vilar, désolée. Il n'y a pas de souci. Alors moi, je travaille dans un lieu de spectacle vivant. Alors j'avoue que c'est vraiment la présence et le vivant que je passe mon temps à défendre, en fait. Parce que c'est vrai que je suis responsable de l'action culturelle et que nous, on essaie vraiment toujours de tisser des liens avec des partenaires. C'est un travail de fourmi. Alors, ce n'est pas seulement faire venir les gens au théâtre, mais c'est créer du lien avec des artistes, des projets et dans la durée. Donc, c'est vrai que comme on n'avait pas plus la possibilité d'accueillir du public au théâtre, la forme avant le numérique, alors évidemment, il y a eu de la communication, j'ai envie de dire une forme de communication qui s'est un peu adaptée, mais qui existait déjà. De toute façon, la communication sur les réseaux sociaux, elle se développe, on fait énormément de travail vidéo. J'ai envie de dire, ça, c'était déjà en route et on s'est adapté par rapport à la situation pour essayer de garder un contact avec le public, puisqu'on était complètement empêché de garder ce contact-là. Mais je vais pas développer là-dessus parce que c'est peut-être pas le plus intéressant. Non, nous, après, ce qu'on a imaginé, c'est de sortir des murs. Donc, ça prend plusieurs formes. Alors, des formes que j'ai envie de dire assez classiques qu'on avait déjà expérimentées, c'est d'aller présenter des spectacles qui sont assez légers, assez tout-terrain, et qu'on peut aller présenter hors les murs, que ce soit dans des lieux qui étaient ouverts. Donc, quand ils étaient ouverts, des établissements scolaires, on a présenté des spectacles en lycée, en école. Après, comme il y a eu 2 confinements avec des restrictions différentes, enfin voilà, en tout cas, dans les établissements scolaires là où c'était possible, dans les centres sociaux, là où c'était possible, voilà, ça a été le cas au centre social Balzac, je pense que Mohamed, on t'entendra tout à l'heure, mais disons que c'était un centre qui avait vraiment la volonté de maintenir coûte que coûte
oui, une activité et un accueil de personnes, alors souvent assez soit isolées, soit en situation de précarité, enfin voilà. Ça, c'était des endroits où on avait des possibilités de le faire en plus. C'était les publics jeunes et les publics en situation de précarité. Donc voilà, présentation de formes comme ça, artistiques, hors les murs. Alors, y compris avec des toutes petites jauges. On a fait des jauges de, 6 personnes, 8 personnes, vraiment toutes petites jauges, et on était prêt à le faire. Voilà, après, on est une structure publique, et de toute façon, les spectacles qui étaient initialement prévus, on les avait payés, j'ai envie de dire, le budget, il était provisionné, donc ce n'était pas un budget supplémentaire à prévoir. Donc, tant qu'à faire, on s'est dit que ça pouvait être aussi un outil intéressant quand c'était possible et qu'il ne fallait pas hésiter à faire des représentations avec un tout petit public. Et je pense qu'à chaque fois, c'était des très, très beaux moments, des très belles expériences pour les artistes qui pouvaient jouer avec un petit public et pour les publics eux-mêmes. Voilà, ça, c'était des belles expériences. Après, on a maintenu quand même des projets d'éducation artistique et culturelle. Ça, c'était possible. Donc, toujours pareil, c'était soit des projets dans le secteur scolaire, soit des projets qu'on a pu maintenir au théâtre. Voilà, donc ça, voilà, c'est sous forme d'ateliers avec des artistes, avec des restrictions qu'on respectait, mais on a quand même réussi à maintenir quelques très gros projets. Et j'avoue que, c'est-à-dire qu'en fait, moi, pendant toute cette période de restriction, à chaque fois qu'on a réussi à faire, c'était toujours des bouffées d'air, des respirations, des bouffées d'oxygène, des possibilités de s'ouvrir un peu, de se réouvrir, des possibilités de rencontres, de penser à autre chose. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'à chaque fois, on était toujours... c'était toujours bienvenu et porteur de quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement sensible et très, très, très particulièrement important, que ce soit pour tous les âges, j'ai envie de dire, et pour tous les publics. Ça a toujours pris une valeur, je pense, encore plus forte que d'habitude. Voilà. D'arriver à se voir, d'arriver à rêver ou à rire ou à penser d'autres choses. Voilà. Donc ça, c'est projets. Bon, je pourrais détailler, hein, il y en a eu pas mal. On a aussi essayé d'investir, et on essaie toujours, l'espace public. Donc ça, c'est du hors les murs, mais ce n'est pas dans des structures, c'est plutôt dans l'espace public. Je me suis d'ailleurs rendu compte à ce sujet-là en essayant de faire du repérage des espaces publics qu'en fait, il n'y en avait pas beaucoup. Enfin, évidemment, il y en a de l'espace public, mais un espace public qui peut être considéré comme un lieu où les gens ne font pas que circuler qui ne sont pas que des lieux de passage, j'ai envie de dire, ou de circulation, mais des lieux où on se pose un peu, ou une place où il y a un banc, où il y a éventuellement une terrasse de café, bref. Ça, en fait, je me suis rendu compte à quel point il n'y en avait pas dans la ville. C'est absolument hallucinant. Pourtant, Vitry, qui est mon endroit de travail, mon territoire de travail, c'est quand même une très grosse ville. C'est quand même 100 000 habitants quasiment. C'est absolument inouï à quel point on manque de ces espaces publics. Voilà. Il y a très, très peu d'espaces publics. Alors, pareil, cette représentation, par exemple, on en a fait 2. Une devant la mairie et puis une sur une petite placette près de l'église. C'était des moments incroyables. C'était des moments incroyables parce que tout d'un coup, de cette espèce de quotidien hyper fermé, hyper difficile, de tout le monde avec son masque, et puis on ne sait même plus ce qu'on doit faire, on doit se balader avec son autorisation, etc. Tout d'un coup, il y a une sorte de truc qui arrive et qui est, voilà, ce que j'adore évidemment dans le spectacle vivant, une sorte d'irruption de quelque chose
ouais, de poétique, alors selon les spectacles, hein, c'est des choses différentes, mais c'est bouleversant en fait. Enfin, c'est quelque chose de bouleversant. Et il y avait même des gens qui étaient au bord des larmes en fait, d'émotions, voilà, qui nous disaient mais qu'est-ce que ça fait du bien, mais qu'est-ce que c'est, voilà, qu'est-ce que c'est bon, quoi. Voilà. Et puis donc voilà, il y a eu ça. On en a encore fait un dimanche dernier. Ou samedi dernier, là, sur le parvis, je me retourne parce que c'est derrière moi. Devant le théâtre, il y a un grand parvis, une grande place, et on a présenté un spectacle entre cirque et danse, gratuit, parce que c'est ce qu'on va essayer de développer, et on sent que c'est en ce moment le besoin, et que effectivement cette période qu'on vient de vivre nous amène aussi à investir l'espace public et à proposer des formes assez populaire, j'ai envie de dire. Voilà. Et effectivement, on a eu 200 personnes avec plein de familles du quartier qui soit avaient vu le spectacle s'installer dans la journée, avaient entendu la musique, avaient vu une com, un flyer, ou bref. Et donc, c'est venu en masse des familles, des tas de gamins avec leurs trottinettes, leurs machins. Bon, voilà. Grand moment très joyeux, quoi. Moment très joyeux, festif. Voilà sur l'espace public. Et après, dans des formes, c'était peut-être l'essentiel de ta question, sur des formes nouvelles, utilisant peut-être voilà, le numérique ou la distance, enfin voilà, essayant de travailler cet empêchement de se voir en vrai. Alors, on a développé ce dispositif en fait qu'a développé Culture du Cœur de Allô l'artiste. Alors nous, on a appelé ça les lectures chuchotées. Donc c'est une comédienne qui a lu des textes de théâtre jeunesse, parce que c'est quelque chose qu'on défend beaucoup chez nous au Théâtre Jean Vilar, donc les écritures de théâtre jeunesse pour tous les publics. Et donc elle est allée, elle avait son téléphone, en fait, elle a tenu des créneaux et elle a lu ça à des personnes plutôt âgées, en fait, des personnes âgées, et des personnes qui sont des personnes des accompagnants, des aidants, et qui du coup sont dans un isolement et un empêchement de sortie, confinement ou pas, voilà. Voilà, donc ça, c'était des lectures suivies. On a essayé de faire en sorte que ça soit le moins ponctuel possible, mais qu'il y ait une lecture qui se fasse peut-être en 3 séances, 4 séances, un peu à la demande des gens, d'une œuvre entière. Et à la fin, on a réuni tous ces gens, on a réuni tous les gens la comédienne et les gens à qui elle avait lu, pour un vrai moment de présence. Voilà, donc c'était très rigolo d'ailleurs. C'était très rigolo de mettre des visages voilà, sur la personne qui avait lu et sur les personnes à qui la comédienne avait lu. C'était très émouvant voilà, que les personnes se rencontrent, parce qu'il y a eu un attachement, enfin, il y a eu une relation hyper intime, parce qu'à travers un téléphone, c'est extrêmement intime, en fait. C'est une personne parle à une personne. Voilà, on l'a fait aussi avec une tablette, et la comédienne appelait, et la personne on a fait à des personnes qui avaient de la famille chez elles, les petits-enfants, notamment le mercredi. Une grand-mère ou un grand-père avec ses petits-enfants qui savaient, eux, très bien manier la tablette. Et ça, c'était aussi très... Voilà, c'était une forme. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on a envie de développer. On va garder cette forme-là qu'on a initiée en période de confinement, on va la garder. Et puis, une deuxième forme, je ne vais pas vous parler de tout, mais une deuxième forme, c'est on a bossé avec une créatrice sonore qui fait des podcasts, enfin, qui a fait 4 podcasts. Et l'idée, c'était d'aller à la rencontre d'un quartier ou d'une structure, de rencontrer des gens, de faire un atelier d'écoute sonore et d'enregistrement sonore, alors en présentiel avec des gens, et ensuite de créer un montage. Et ce montage sonore, voilà, on s'en sert aussi de manière plus large, en le diffusant sur des réseaux, en le faisant écouter dans différents contextes, etc. Donc ça, c'est des choses très, très intéressantes. Mais c'est vrai que ces 2 propositions, et moi j'avoue que c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, il y a toujours à un moment donné du présentiel. Voilà. Moi j'avoue que je défends beaucoup ça, hein, mais après j'essaie quand même de me dire qu'il faut... voilà, que le numérique n'est pas une bête noire,
voilà, qu'il faut s'emparer de ces outils et qu'il y a des choses à faire avec, bien sûr. Mais c'est vrai que il faut quand même lutter, hein, il faut lutter quand même voilà, pour que les gens sortent de chez eux. Enfin, voilà, c'est aussi une démarche et rien ne nous pousse à la faire, en fait. Enfin, voilà, peu de choses nous poussent à la faire, à sortir de chez soi, à aller rencontrer d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que, voilà, à un moment donné, la rencontre, je trouve qu'elle est très importante à maintenir, et la pratique. Parce que j'entendais qu'il y avait eu un développement de la pratique amateur, mais je trouve que faire du théâtre, faire de la danse, manipuler des marionnettes, je parle trop, hein, c'est atroce, non? Oui. Non, en fait, il va falloir que je vous coupe, je suis désolée. Ça y est, c'est bon. Mais non, c'était très, très intéressant, donc je n'avais pas très envie de vous couper, à vrai dire. Mais c'est vrai qu'on va être un peu pris par le temps. Je termine là-dessus, c'est super, sur la pratique et l'importance du corps. L'importance du corps. Voilà. Non, mais c'était vraiment très intéressant. Je pense qu'effectivement, il y a une balance à trouver entre les outils émergents et aussi le présentiel, la pratique, se rencontrer aussi en physique. Mais c'est très chouette aussi. J'ai posé la question en disant les transformations, effectivement, avec les outils émergents, mais c'est toutes les transformations aussi de pratique que vous avez pu mettre en place et aussi se rendre dans les espaces publics, se rendre compte aussi qu'il y a des problématiques sur les espaces publics notamment aussi. Ça fait partie aussi de ça et merci beaucoup pour ce témoignage. Je ne sais pas si quelqu'un souhaiterait réagir rapidement ou dire quelque chose. Il n'y a plus de temps, je suis désolée. Il y a plus de... Ouais, du coup, je vais passer à la suite. Non, moi, je veux bien réagir. Alors, attends 2 secondes. Très vite, voilà. Très très vite, juste pour dire qu'en fait, les 2 analyses m'ont semblé hyper pertinentes dans le sens où c'est vrai que nous, avec Culture du Cœur, on se dit il y a des choses positives à garder de cette période-là. Alors c'est vrai que Léonore Graser, vous avez peut-être plus parlé de la première période de confinement très stricte en fait qu'on a vécu et du coup avec un numérique extrêmement présent parce que pas le choix en réalité. Alors que Béatrice, elle a plutôt aussi parlé de comment on s'est adapté avec les restrictions sanitaires, mais qui nous empêchait pas non plus totalement d'être pas en présentiel. Et c'est vrai que nous aussi à Culture du Cœur, on a rebondi sur le fait qu'avec les publics dits en difficulté, enfin accompagnés par le secteur social, on avait aussi la possibilité de mettre en place des actions alors qu'avec le tout public, on n'avait pas ces autorisations-là. Donc, en tout cas, nous, dans notre réflexion par rapport aux transformations et aux perspectives, et c'est ce qu'on disait aussi un peu à l'AG, c'est que on souhaite garder des choses du numérique, mais pour nous permettre de peut-être toucher des publics qu'on n'arrive pas à toucher habituellement et de les amener à sortir et à découvrir les lieux culturels. Donc, il y a aussi des espaces de médiation à penser ensemble pour peut-être mettre en place des espaces de médiation numérique, mais avec pour objectif de rencontrer les artistes qu'on pourra rencontrer après en présentiel dans les espaces culturels de proximité. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Lydie. Et ben, du coup, suite à tout ce qu'on vient de dire, on pourrait peut-être passer à la dernière partie qui correspond justement à penser le rôle de l'après-crise le rôle de la culture dans l'après-crise. Et du coup, quels seront les enjeux auxquels elle sera confrontée dans la recherche de cohésion sociale notamment. Et je vais laisser la parole, encore une fois, à Léonore. Je vous en prie. Bon, merci. Je suis désolée, peut-être que j'ai un peu trop parlé avant, ce qui a pu limiter les échanges. Or, je trouve vraiment très intéressant de confronter les constats sociologiques qui sont très, très froids parfois, à des expériences beaucoup plus personnalisées de professionnels ou d'acteurs du champ social et culturel. C'est super intéressant aussi d'analyser la manière dont, dans les discours, là, notamment, c'est Béatrice Fumet, tous les mots qui ressortaient de l'intime, de la relation, de la bulle d'air, la bouffée d'air et tout. C'est vraiment des termes qui sont revenus dans les témoignages des publics et des professionnels de la culture, mais aussi des publics. Et aussi ce mais, du coup, ce mais qui revient chez vous, on passe au numérique, mais... Ou alors chez Lydie Vimont aussi, on passe au numérique, mais. Alors évidemment, il n'est pas question du tout de passer au tout numérique, mais de voir aussi ce
ce qui a été possible malgré tout avec les pratiques numériques et d'essayer de faire face aux choses. Alors, pour terminer cette troisième partie, moi, je vous propose quelques pistes de réflexion, notamment sur le fait que dans les représentations et dans les discours, très clairement, la culture, elle apparaît comme ciment du lien social. Et c'est la culture physique, en effet, la rencontre en présentiel, c'est celle qui reste dans les représentations. Oui, j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai écouté beaucoup de musique, j'ai beaucoup lu, j'ai même regardé une pièce de théâtre sur YouTube et tout ça. Mais ce qui reste, c'est le manque d'un espace physique ou même symbolique, en fait, où on peut vivre l'expérience culturelle. Et ça, c'est très, très important. L'importance de la sociabilisation à travers la culture, l'importance de cet espace où tout d'un coup, on va pouvoir ressentir. Quand on demande aux gens « Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que tu aimes comme pièce de théâtre? C'est quoi ton artiste préféré? C'est quoi ton écrivain préféré ?» C'est toujours compliqué de répondre parce que c'est quelque chose qui se vit et qui se sent beaucoup plus qu'on ne le dit. Et là, dans ces moments du deuxième confinement, alors c'est sûr, moi j'ai parlé plutôt du premier parce qu'on a des études alors que le deuxième, pas encore. Mais oui, il se passe beaucoup de choses comme ça, des sortes de moments de grâce aussi où tout d'un coup les publics retrouvent ces expériences communes, ces expériences culturelles communes. Et ça, c'est vrai que c'est assez fort et il y a énormément d'études à faire sur ce sujet-là. Ce qui revient dans les représentations, dans les discours, c'est toujours ce besoin et cette envie de retrouver la salle, d'être là, d'être dans le lieu, d'être dans l'odeur, d'être avec les autres. Et on a une idée du lieu presque sacré, un lieu de la culture qui serait un espace solennel. Il est question d'une expérience, mais qui n'est pas du tout la même que l'expérience numérique. Et ça, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut offrir un accès très large au contenu culturel. Il n'empêche que cette expérience, elle n'est pas vécue de la même manière par les personnes. Et c'est là qu'il y a vraiment quelque chose à jouer ensuite pour les professionnels, pour les accompagnateurs, pour les médiateurs, pour toutes ces personnes qui font le lien entre les contenus, les artistes et les publics. Une petite vigilance peut-être sur les rapports de domination qui vont se jouer dans la perception qu'on a du numérique, parce que quand on parle du numérique, on a tendance à opposer en fait culture traditionnelle ou culture physique à culture numérique, alors que vous avez montré, et on voit bien qu'elles peuvent être tout à fait complémentaires, et qu'en fait, l'une n'existe pas sans l'autre et inversement. Et donc, l'importance surtout pour une vraie inclusion sociale, hein, de bien considérer toutes les pratiques culturelles et de voir quels ponts, quelles passerelles peuvent être faits entre le numérique et le non-numérique. Le numérique est venant comme outil plus que comme contenu réel. En tout cas, d'essayer de faire face à notre propre ambivalence entre les représentations de ce qui serait de bonnes pratiques culturelles et de mauvaises pratiques culturelles ou des pratiques moins épanouissantes ou moins sérieuses ou moins socialisatrices. Parce qu'on va retrouver de la socialisation, de l'épanouissement aussi dans des pratiques autres, quoi. Enfin, on observe finalement avec toutes les études, tout ce qu'on voit dans les discours, l'utilité de développer toujours plus les dispositifs de médiation pour non seulement pour accompagner, encore une fois, les publics les plus éloignés des lieux de culture physique, mais des espaces symboliques aussi de la culture dans le monde numérique, mais surtout pour accompagner cette transition qui est en train de se faire, en fait. Cette transition du numérique parce qu'elle est là, parce qu'on doit penser l'inclusion culturelle et sociale à tous les niveaux, physiquement et aussi sur le plan numérique. Et on se rend compte qu'il y a toute une transition à faire des publics éloignés, sociologiquement éloignés, mais aussi des publics seniors qui sont en difficulté face à toutes ces nouvelles pratiques. Donc, il y a un vrai travail à mener voilà, j'insiste vraiment pour terminer sur l'importance de faire face à la réalité des usages plus qu'à veiller à nos propres représentations sur la toxicité des choses, sur la disparition de la culture, alors même qu'on voit qu'il y a énormément de choses qui se font, énormément de choses qui sont possibles et qui se font parfois malgré tout. Mais en tout cas, on voit là avec les exemples du théâtre Jean Vilar que c'est magique quand ça se passe et que les publics sont là pour ça, en tout cas. Les publics n'attendent que ça. Voilà, en tout cas, de penser à une complémentarité entre les différentes formes culturelles, entre les différents services aussi. Voilà, j'espère que je n'ai pas été très longue.
16h35, ça va? Pas du tout. C'est clair, C'était court, mais pas clair, ça marche pas. Non, non, c'était très clair, c'était rapide, concis, il n'y a pas de souci. Okay. Et du coup, peut-être que Mohamed pouvait nous témoigner du rôle de la culture dans l'accompagnement quotidien des Aussi habitants. le quota d'intervenants masculins. Ouais, oui, merci. Le début de ce colloque et son ouverture, que des femmes, même l'animatrice, les intervenants, les témoignages. Et ouais. Sérieusement, j'avais préparé une super note justement pour être synthétique et tout. Malheureusement, enfin, je crois que médiatiquement, vous en avez tous entendu parler. Il y a eu des intempéries, il y a eu même une tempête et ma note s'est envolée. Donc, j'ai vraiment plus rien là. Donc, c'était une bonne nouvelle pour ceux qui avaient envie que le colloque finisse. Mais c'est vrai, j'ai aucune note. Simplement, je vais attaquer quelques minutes de la palisse en fait. Parce que c'est vrai que je vais simplement illustrer de nombreuses choses qui ont été dites. Moi, j'ai plutôt pris quelques notes que j'ai vraiment surlignées et dans lesquelles je me retrouvais complètement. Parce que j'ai la chance d'avoir, la semaine dernière, accueilli une expérience un peu inédite, mais qui est tout à fait l'illustration de tout ce que vous avez raconté. C'est que dans le quartier Balzac, au cœur même du quartier, on a un petit square dans lequel est venue s'installer une compagnie qui s'appelle la compagnie des frères Kazamarov. Je confonds toujours parce que c'est un nom ironique. Hein. Je crois que les vrais frères, c'était les frères Karamazov. Et là, ils s'appellent les frères Karamazov. Enfin bref, c'est une compagnie qui installe des yourtes et pendant une semaine, ça devient un lieu, ça s'appelle une agora mobile. Voilà. Et j'ai eu la chance, moi j'ai eu la chance, oui, d'observer 3 spectacles qui ont eu lieu, lundi, mercredi et le dernier vendredi en clôture de la semaine. Mais tout ça pour dire que lundi, c'était une fanfare qui est venue s'illustrer. On a eu 300-400 personnes. Les gens sont sortis. Nous, on a vu des habitants qui sortaient jamais. J'ai vu des habitants m'interpeller de loin. Je me suis dit, ça, c'est pour demander quand est-ce que ça ouvre l'accès aux droits, etc. Non, merci pour ce que vous faites. C'est magnifique, ça fait du bien, ça nous change. Et c'était vraiment, vraiment extraordinaire, quoi, ce espèce d'engouement populaire et surtout ce besoin des gens. J'y reviendrai. Le fait avant tout d'être ensemble. Là, c'était pour écouter ensemble une fanfare et réagir. Dans la semaine, en milieu de semaine, c'était une soirée conte. Donc, un peu plus familiale avec des enfants, etc. Mais surtout, c'est vendredi, puisque là, on a été plusieurs dans l'équipe à avoir à se faire des réflexions. Ça a été donc un spectacle de cirque proposé par cette compagnie et en même temps agrémenté par des numéros des enfants qui avaient fait un atelier cirque pendant toute la semaine. Là, on se demandait, spectacle de cirque, pas beaucoup de communication et tout, du bouche à oreille, mais là, ça a été rempli avec les seniors, les enfants, les parents, bien sûr, des quelques enfants qui se produisaient. Mais il y a eu vraiment pas une espèce de communion, je dirais, mais là, on a senti, puisque le gars de la compagnie qui est intervenu, il m'a dit c'est la première fois, parce qu'il s'est installé dans des tas de quartiers, mais c'est la première fois qu'on a un public comme ça. En fait, le public n'avait pas trop de mérite, je crois qu'il avait envie de respirer, qu'il était content d'être ensemble. Et moi, c'est la première fois que je vois, vous savez, comment dirais-je, c'est un classique dans un spectacle, quel qu'il soit, on présente quand même non seulement les artistes, mais aussi les techniciens et tout. Moi, j'ai jamais vu un régisseur son et lumière connu ni d'Adam ni d'Ève, qui habite pas le quartier ni rien, mais être applaudi comme ça et avoir son nom scandé. Et ça a été le cas pour tous les gens qui ont été présentés. Un public qui était très heureux de scander les prénoms, d'applaudir, vraiment des ondes, voilà. Et la réflexion qu'on se fait, même Boubacar qui me dit, on a fait des fêtes de quartier, on a fait des tas de choses, il y a 17 ans qu'on travaille et il a rarement vu un moment d'émotion comme celui-là qui a été aussi retranscrit, je le répète, dans la bouche du responsable de la compagnie qui avait présenté le spectacle et qui était lui-même intervenu. Donc voilà. Et puis on a eu samedi, alors la yourte est disparue entre-temps, mais on a eu un spectacle dans le centre et pareil. Vraiment un public qui répond présent et qui était vraiment très heureux d'être là. Alors moi, ce que je voulais dire, ça a été dit en première partie par Léonore, et puis après, c'est vraiment cette histoire de se retrouver ensemble et donc c'est les mots d'Éléonore, de sociabilisation et voilà, c'était vraiment un truc qu'on a ressenti et ce besoin des gens, je crois qu'on ferait venir même le soulier de satin ou je sais pas quoi, des trucs super rares, là, vous savez, qui durent des heures et des heures. Je crois que les gens y resteraient un peu, ils seraient contents d'être ensemble. J'ai oublié de dire que dans la semaine, il y a eu aussi, dans un tout autre registre, ça paraît plus à une projection, mais ou de la culture populaire, mais on a passé
après le compte, puisqu'il y avait la yourte, etc., sur écran géant, on a passé le match France-Portugal. Et là aussi, enfin, je veux dire, au-delà du match, c'était le plaisir d'être ensemble et de partager un moment ensemble. Voilà, c'était un peu pour illustrer le fait que ce n'était pas prévu, puisque tout ça a eu lieu la semaine dernière, que le thème du colloque et la demande que j'intervienne, c'était bien antérieur. Mais voilà. Et pour terminer, juste dire que c'est vrai que ça pourrait être un débat futur. Enfin, l'histoire de la culture et comment, entre guillemets, on la consomme et cette dimension du numérique et du. On sait bien qu'on peut tous, aujourd'hui, quels que soient nos âges, les jeunes, et moi je les observe, les jeunes, les seniors qui fréquentent ensemble, la musique, on peut en écouter individuellement, etc. Mais c'est vrai que rien ne vaut un concert, quel qu'il soit, de musique classique, un concert aux Vieilles Charrues, etc. Je crois que là-dessus, il y a quand même un consensus sur le fait qu'il manquera toujours quelque chose, même si la culture, c'est quelque chose qu'on peut consommer, entre guillemets, on peut aller vers, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être 50 pour aller voir la Joconde. Par contre, même d'aller regarder un film qui peut, dans les salles de cinéma, il y a quand même ce plaisir d'être un public, enfin, d'être une entité, parfois on partage même des choses à la sortie d'un film avec des gens qu'on ne connaît pas, etc. Donc, compris le Hors les murs qui a été franchement une expérience formidable de voir les gens qui étaient là, de discuter après. Tu as dit on rit, des gens ont pleuré. Bon, c'est le contenu du spectacle aussi, mais c'était vraiment, vraiment formidable. L'avant, l'excitation, le pendant et le après. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus parce que je suis un peu comme Béatrice, je ne voudrais pas trop parler. On avait prévu un horaire de fin, mais pour dire qu'effectivement, dans le futur, cette histoire de consommation individuelle, entre guillemets, ou d'accès sur dès qu'on dit numérique, à moins de se mettre à 4 ou 5, ça peut être sympa devant un même écran, mais c'est déjà plus une démarche, enfin voilà, il y a une démarche collective de socialisation, etc. Mais elle est rare, quoi. Les visites de musées, etc. Il faut qu'il y ait toujours du collectif, à minima, et puis surtout, après, qu'il y ait du vivant, comme le disait, enfin voilà, rien ne vaut le vivant et rien ne vaut d'être ensemble pour admirer, pour apprécier des œuvres, quelles qu'elles soient. Voilà, en ce qui me concerne. Eh ben, merci beaucoup, Mohamed. C'était chouette aussi comme témoignage. Merci à tous les intervenants d'avoir participé. Je vais laisser le mot de la fin à Stéphane Puechberti. Chouette, garçon. Ouais, voilà, vous serez deux au moins. Bon, merci beaucoup, puis merci aux intervenants, aux témoignages, et puis à l'éclairage de Léonore Grasset. Moi, je ne vais pas refaire tout ce qui a été dit, évidemment. Je vais juste vous dire que ce que je retiens, en fait, dans ce que vous avez bien voulu témoigner, c'était effectivement la dégradation du lien social. Enfin, je crois que Léonore l'a rappelé, au-delà de la culture, c'était ce lien qui s'est dégradé avec les phénomènes qu'a pu expliquer Béatrice, qui sont très concrets chez les personnes, avec effectivement les zones d'incertitude face à l'avenir, le côté pessimiste aussi qu'on peut avoir. Enfin, je ne vais pas rappeler tout ça, mais sur la santé mentale, ça a eu des effets dramatiques. Et on voit bien qu'en fait, je cherchais un peu à résumer ce qu'est la culture en termes de contacts sociaux et je réfléchissais par rapport à notre corps et ce que ça nous apporte. Et finalement, je pense que c'est un peu du carburant, la culture, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse rêver, pour notre cerveau et pour notre bien-être. Et c'est vrai que finalement, on s'est rendu compte que c'était un bien essentiel. Alors, après, ce que vous dites et ce qui est intéressant, c'est que ça provoque de la rencontre, du partage. Alors, j'écoutais attentivement ce que tu disais, Mohamed, sur le fait, effectivement, qu'est-ce qui change d'un écran de télévision, d'un écran d'une tablette, et puis le fait d'être au cinéma, puisque finalement, on est devant les écrans, c'est peut-être il y a peut-être deux facteurs qui sont d'être concentré sur ce qu'on fait. On est disponible pour, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on pourrait appeler. Et puis la deuxième chose, c'est aussi le fait qu'on puisse réagir. Alors, on peut le faire aussi quand on est chez nous, mais qu'on puisse réagir. Moi, je trouve qu'on est vraiment très concentré sur ce qu'on a vu. Enfin, c'est plutôt sur la concentration, sur le fait, c'est comme un spectacle. Quand on est au spectacle et qu'on sort, on est sur le spectacle, on est vraiment dedans. Peut-être qu'on est un peu moins quand on est sur un écran et qu'on peut faire autre chose, on n'est pas forcément happé. Après, ce que ça nous indique, et je pense pour Culture du Cœur, ça rejoint le projet stratégique qu'on a, le plan stratégique qu'on peut avoir avec nos trois parties, notamment la partie où on parle des outils numériques qui peuvent être un lien complémentaire. Je crois que Léonore le rappelait, ça devient, et Béatrice aussi le disait, c'est pas la bête noire, le numérique, c'est un outil complémentaire de ce que ça peut apporter. Après, c'est pas la solution, parce que le
l'humain a besoin, au bout d'un moment, de ne pas rester enfermé à travers les écrans comme nous actuellement, de pouvoir se rencontrer et parler. Voilà, moi, à titre professionnel, moi, je travaille dans un mouvement qui est basé sur la rencontre. Donc, c'est vrai que la rencontre physique, comme on la revit en ce moment, et on parle de retrouvailles, donc ce n'est pas pour rien qu'on utilise ce terme. Ça apporte autre chose que de se voir par écran. Voilà, et j'aime bien aussi le mot de Mohamed sur le fait de faire de la résistance. Oui, je trouve que finalement, on a été. C'est vrai que des fois, avec Lydie, on se posait la question avec l'équipe, là, jusqu'à où on peut aller et comment est-ce qu'on doit annuler, repositionner, etc. Mais il faut finalement faire de la résistance. Après, évidemment, on prend des risques, ça c'est clair. Mais je pense qu'à terme, ça doit aussi, dans notre stratégie, on doit pouvoir prendre des risques sur le fait, alors pas mettre les gens en danger, bien évidemment, mais parfois quand même d'aller, de ne pas rester dans nos précarés, d'aller un peu plus loin. Et ce que nous disait aussi Béatrice Fumé, j'aimais bien sur le fait, alors ça me faisait penser aussi aux espaces publics, Béatrice. Je pense que s'il n'y a pas tant d'espace public que ça, c'est parce que malgré tout, on a peur que les gens s'installent et on voit bien le matériel anti-SDF est assez présent quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr. Dans nos villes. Mais, donc, voilà, il y a peur de l'autre, etc. Mais j'ai trouvé intéressant de dire de se réapproprier les lieux un peu comme les Romains le faisaient, les lieux dans la rue, enfin les Grecs, les lieux du forum, du public. Ouais, voilà, je pense que c'est important comme on peut le faire, comme disait Mohamed, dans des moments au foot, tout ça, vraiment de liesse, de partage, etc. Donc, des lieux de socialisation. Oui, des lieux de socialisation. Oui, tout à fait. Mais moi, le maître mot, j'aime bien dans ce que disait, ce que j'ai retenu, Léonard, j'espère ne pas m'être trompé, mais ce que je retiens au-delà de la culture, c'est le lien social, en fait, qui est important et qu'on vit à travers la rencontre, et que la culture est un outil. Alors, ce n'est pas un beau, joli terme, mais c'est quand même ce qui nous permet de rentrer en contact les uns avec les autres. C'est une forme de langage, finalement. Donc, voilà. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'on est dans ce qu'on a prévu dans nos orientations et ce qu'on en tire comme enseignement, je trouve qu'on est plutôt dans la bonne direction. Voilà, donc ça nous encourage pour l'avenir. Puis je voudrais juste vous remercier de votre participation. Merci particulièrement Marina, Laureline, évidemment Lydie et l'équipe pour avoir participé et construit ce colloque-là qui sera rediffusé. Et puis remercier Léonore pour sa contribution extérieure et son partage de toutes ces études. Voilà, il y en a un paquet, on a dû passer du temps à étudier toutes ces études, mais qui sont très, très intéressantes. Donc, voilà, merci à tous et puis merci aux membres du conseil d'administration de leur investissement pour partager et à suivre. Voilà.